Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de mindset de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à gagner, dépenser, économiser et investir leur argent pour que chaque euro compte et soit utile à se créer la vie à laquelle ils aspirent. Ce podcast, c'est mon kiff personnel, qui vous êtes plus de 30 000 à écouter chaque mois. J'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis déjà plusieurs années, seule au contact de mes invités. Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver en faisant une simple recherche sur Google parce que je parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit, de ce qu'on pense à propos de l'argent. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou encore de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés financières pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et évidemment celle de mes clients. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast tout attaché. Vous y trouverez des partages quotidiens, beaucoup plus personnels et puis c'est sur Instagram que je vous dévoile toutes mes nouvelles offres. Cette semaine, je reçois Anna Gajerowska que certains d'entre vous doivent connaître puisqu'elle est sur Instagram sous le nom de La Petite Budgéteuse. Anna a créé son compte Instagram à l'été 2019 au moment où elle décide d'éponger ses 18 000 € de dettes conso. Elle décide donc de raconter comment elle a fait au jour le jour, comment elle fait au jour le jour en épargnant aucun détail, ni les chiffres, ni les difficultés, ni les succès qu'elle a rencontrés évidemment sur son parcours. Son but en le faisant publiquement sur Instagram, c'était avant tout de s'obliger à rendre des comptes et d'être certaine de ne pas abandonner sa démarche en cours de route. Spoiler alerte, 2 ans après, Anna est sortie de l'endettement. Je ne veux pas tout vous dévoiler puisque évidemment c'est le sujet de notre épisode, mais aujourd'hui Anna inspire au quotidien une communauté de plus de 30 000 personnes, notamment sur Instagram, qui cherchent aussi à sortir de l'endettement, mais pas que, qui cherchent aussi tout simplement à reprendre en main la gestion de ses finances personnelles. Au passage, Anna s'est mise en congé sabbatique pour se consacrer à plein temps à La Petite Budgéteuse, qui est devenue, entre-temps, un business qui lui génère des revenus équivalents à son ancien job de salarié dans les ressources humaines d'une multinationale. Pas mal du tout. Parmi les questions que je voulais lui poser, il y a: comment est-ce que tu t'es retrouvée? Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à vivre au-dessus de ses moyens? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu de se retrouver dans la zone rouge pour réagir? Comment est-ce qu'elle a remboursé ses dettes aussi vite? Quelle a été sa source de motivation pour garder le cap tout au long des mois que ça a duré pour rembourser son endettement? Et enfin, est-ce que ça a été plus dur pour elle de rembourser ses dettes, donc de démarrer, que d'enchaîner avec l'entrepreneuriat et aujourd'hui d'être à la tête de sa propre entreprise? Je suis sincèrement heureuse de vous faire découvrir Anna, enfin, tous ceux qui ne la connaissent pas déjà. Je vous retrouve à la fin de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Anna. Coucou Delphine. Écoute, je pense que beaucoup de gens te connaissent. Je pense que beaucoup d'auditeurs te connaissent. Je pense d'ailleurs que j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont découvert grâce à toi. Donc, tu es plus connue sous le nom de La Petite Budgéteuse. C'est ça. Mais moi, je vais t'appeler Anna pendant cette interview, pendant cette conversation. Bon, on m'appelle souvent Anna de La Petite Budgéteuse ou Anna La Petite Budgéteuse. Anna, okay, c'est très bien. Entre nous, ce sera Anna. Hein. Ok. Je t'ai demandé pourquoi tu n'utilises jamais ton nom de famille et tu m'as dit, je t'ai dit, est-ce que tu veux rester anonyme ou pas? Elle me dit, mais non, mais il est beaucoup trop compliqué mon nom de famille. Donc, mais ça c'est le nom de famille polonais, ils sont imprononçables pour le français. Et en fait, ça fait même mal en fait de l'entendre parce que il y a des lettres polonaises dedans qui ne sont pas prononcées ici. Donc non, c'est pas par le souci de anonymat, c'est vraiment par le souci de vous épargner en fait la prononciation de mon nom, Gajerowska. Voilà, très compliqué. Ça fait 20 ans que tu es en France. Oui. On entend ton petit accent, mais qui est très mignon. Que d'ailleurs, j'allais dire tes auditeurs, non, mais que ta communauté adore, je crois. C'est ce qui fait... Ben oui, mais c'est ça qui est fou. C'est que moi, parfois, ma langue qui fourche un peu. Et c'est vrai que les gens, ils trouvent ça mignon. C'est bizarre. Alors que nous, parfois, enfin, les étrangers qui apprennent la langue, on aimerait tellement se débarrasser de l'accent. Mais non, ça reste mignon, il paraît.
Donc Anna, je t'ai présenté dans l'introduction, mais moi j'aime bien de temps en temps demander à mes invités, comment est-ce que toi tu te présentes? Cette question, elle est très difficile pour moi parce que parfois j'ai l'impression de répondre en fonction de qui demande. Donc ici, je suis invitée comme Anna, la petite budgeteuse. Donc voilà, pour faire un peu de storytelling, je suis l'ancienne endettée qui est devenue aujourd'hui la pro des finances perso et qui aide les autres à mieux gérer leur argent. Donc ça, c'est pour la partie entrepreneuse aussi, parce que voilà, depuis maintenant 1 an et demi, je vis de mon... Enfin, pas tout à fait depuis 1 an et demi, mais depuis quelques mois déjà, je vis de mon entrepreneuriat. Et je pourrais également dire que je suis un cadre dans une grande multinationale dans les ressources humaines, mais actuellement en congé sabbatique, justement pour me consacrer pleinement au développement de la petite budgeteuse. Et je pourrais aussi dire que j'investis dans l'immobilier, donc je ne sais pas si c'est un métier ou je sais pas, un investisseur dans l'immobilier ou une investisseuse, parce que depuis 2 dernières années, je suis devenue propriétaire de 6 appartements, si on compte pas ma résidence principale. Donc voilà pour la petite présentation multidirectionnelle. De l'endettée à l'entrepreneuse investisseuse. Ça me rappelle quelque chose. Moi, j'avais quelque chose d'assez similaire, sauf qu'il n'y avait pas d'endettement dans mon parcours à moi. Mais oui, en fait, on est toutes les deux... on parle toutes les deux, on a finalement créé notre métier autour des finances personnelles. Et toutes les deux, c'est parti de quelque chose de très personnel, en fait, d'une trajectoire personnelle qu'on a décidé de raconter et qu'on a décidé de partager. Ouais, c'est parti complètement de quelque chose de très personnel et des très, je dirais des très basiques, hein, parce que moi, vraiment, je me suis concentrée pendant très, très, très longtemps juste sur sur la question de gérer mon argent. Vraiment, comment suivre mes dépenses, comment rembourser mes dettes, et ça m'a amené en fait vers d'autres domaines comme l'investissement. Donc j'en parle pas énormément sur Instagram parce que j'estime que je suis toujours en apprentissage sur cette partie-là. Peut-être un peu moins sur l'immobilier, parce que sur l'immobilier, je commence à me sentir assez à l'aise. Mais moins sur la bourse, moins sur le crypto, moins sur tout ce qui est investissement financier. Mais oui, ça part de quelque chose de très personnel pour devenir, pour nous ramener vers des choses super intéressantes et qui pour moi en tout cas, ils ont changé ma vie. Ils ont complètement changé ma vie. Ok, alors, on va prendre les choses dans l'ordre, Anna. Oui, c'est bien. Mais il faudra que tu me guides dans l'ordre, parce que moi, je suis pas très... je suis un peu bordélique. On va pas commencer totalement dans l'ordre parce que on parlera à un moment donné, je te questionnerai sur ton enfance, parce que comme en plus t'as pas grandi en France, il y a probablement des choses qui sont intéressantes à aller chercher ou à aller creuser pour les auditeurs pour comprendre voilà quel a pu être le mindset de cette petite fille, qu'est-ce qu'elle a pu apprendre, capter de son environnement à l'époque et qui l'a servi ou desservi quand elle était adulte. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard parce que il y a quand même un certain nombre de gens qui vont découvrir cet épisode et qui ne te connaissent pas. Et ce qui t'a fait connaître sur Instagram, donc avec ce compte La Budgeteuse, c'est le jour où tu as décidé de créer ce compte, donc en 2019. Oui, en août 2019. Qui correspond au moment où, où tu t'es dit, je ne peux plus de cette situation, ce n'est plus tenable, il faut que je fasse quelque chose par rapport à mes finances personnelles. Dans quelle situation est-ce que tu étais? Est-ce que tu peux décrire un petit peu la situation dans laquelle tu étais? Parce que en plus, donc les gens qui vont te découvrir vont vraiment découvrir tout, c'est-à-dire quel métier tu faisais, combien tu gagnais, et c'est quoi l'endettement dont on parle, de quelle dette tu parlais? Oui, donc au moment où j'ouvre mon compte Instagram, donc en août 2019, donc je lance ce compte Instagram d'une façon anonyme, donc je montre pas mon visage.
pendant plusieurs mois. Je montre pas ni en story ni surtout en post. Et donc à cette époque, je suis en CDI dans une grande multinationale. Je gagne bien ma vie depuis pas très longtemps parce que je suis rentrée dans cette société en 2012, mais c'est en 2015 que j'ai signé ou 2016 que j'ai signé mon CDI et j'ai eu un salaire qui est devenu important à mes yeux. Combien on veut des chiffres, on veut. Alors, non, aucun je te demande problème des pour les chiffres parce qu'en plus, ouais. je sais que t'as aucun problème. C'est Anna, si vous ne la connaissez pas, c'est la transparence incarnée. Ouais, donc j'ai un salaire de entre 3 500 et 4 000 euros en fonction de moi, si je fais des astreintes, voilà, s'il y a parfois des primes aussi qui tombent. Donc sachant que avant je gagnais à peu près les SMIC. Je travaillais dans une société de transport. J'ai repris mes études. Voilà, avec beaucoup de travail, j'ai réussi à obtenir ces postes et donc un salaire qui était à mes yeux super super méga important parce que je n'ai jamais cru en fait de ma vie gagner autant. Déjà gagner 2 500 euros pour moi c'était presque le bout de mes rêves. Donc là sans négocier, sans rien faire d'exceptionnel en fait à mes yeux parce que voilà c'est les grilles des salaires d'une grande société. Donc voilà ça m'est tombé un peu comme un cadeau comme ça. Et je te coupe Anna parce que ouais. tu viens de dire quelque chose, je ne peux pas passer à côté. Tu dis jamais j'aurais pensé que je pourrais accéder à ce type de rémunération. Ouais. Qu'est-ce qui, à ton avis, d'où te vient ce plafond de verre en fait, cette barrière? C'est quoi dans ta famille? Personne n'avait jamais gagné ce type de rémunération. Qu'est-ce que tu te disais tu te disais voilà ça c'est pour d'autres, c'est pas pour moi? Non, je viens d'une famille assez modeste. On en parlera peut-être plus tard. Où non, il y a personne qui avait de l'argent dans ma famille. Et même moi, en fait, dans mon entourage, quand je suis arrivée ici, je voyais que pour obtenir je sais pas, un SMIC à 1 500 euros, mais il fallait quand même beaucoup travailler. Et c'était pas simple de trouver un boulot aussi. Donc et je sais pas, et je me disais que si j'arrivais à peu près, même si c'était galère de survivre avec 1 500 euros, je me disais qu'avec 2 500, par exemple, c'était, je vivrais super bien, quoi. J'aurais vraiment, je pourrais voyager, faire plein de choses, acheter tout ce que je voulais, voilà, presque pas de limites. Donc, à 3 500 euros, c'était encore plus. Je me suis vraiment crue riche à cette époque-là. Dans ma tête, c'était voilà, je n'avais pas besoin de compter, même si je faisais des bêtises, je dépensais un peu trop d'argent, ben voilà, les salaires il va tomber, je vais pouvoir compenser parce que mais d'ailleurs voilà. J'anticipe un peu Anna, mais est-ce que tu penses pas qu'une partie des problèmes que tu as rencontrés après par rapport aux dettes vient pas du fait que finalement tu sois passé du jour au lendemain? Non, parce que tu as repris tes études et que ça a mis du temps à arriver, mais jusqu'à ce que tu aies 3005, tu avais 1005 en fait. Il n'y a pas vraiment eu de progression en fait. Et du coup, ce gap que tu as pris assez rapidement finalement dans ta carrière, est-ce que tu penses que ça a joué dans le fait de la perte de repères? Clairement, ça a joué. Et ce qui a en plus accentué les choses, c'est le fait que même quand j'en gagnais pas beaucoup, mais je ne gérais pas mon argent en fait. Mais bon, après, je faisais peut-être moins de dépenses un peu superflues ou moins de bêtises avec mon argent par le fait que je savais que j'en avais pas beaucoup. Donc, je savais quelque part que je devais faire attention. Une fois que j'enlevais ça, je dois faire attention. Là, il y avait pas vraiment de limites. Il y avait pas vraiment de limites. Donc pour finir, oui, très très rapidement, je me suis retrouvée avec beaucoup de crédits, que ça soit pour la voiture, que ça soit pour aménager et faire des travaux dans mon appartement, prendre un autre crédit pour la voiture que je n'ai même pas acheté mais que je gardais quand même. Donc
Donc, au mois d'août 2019, au moment où j'ouvre mon compte Instagram, j'ai environ 18 000 € de dette consommation avec le découvert, les cartes Amex, enfin partout, je pouvais un peu piocher. Ben en fait, j'ai pioché de l'argent et plus les crédits immobiliers que voilà, parce que je venais d'acheter un appartement en 2017. Donc ça faisait beaucoup de crédits. Mes crédits avec mes charges fixes consommaient environ plus de 75% de mon salaire, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, oui. Ouais. Ce qui est beaucoup, ça reste à vivre de un peu moins de 25% ouais, mais tu vois, je me suis fait à cette époque, les banques en fait, ils aimaient bien en fait. C'était facile d'emprunter pour moi. En fait, la banque, elle me disait jamais non par rapport à mon profil stable, CDI dans une très grosse société avec un bon salaire. Voilà, je dépassais clairement les 33 à l'époque, 33% d'endettement, mais ça posait pas de problème. D'ailleurs, pendant l'été 2019, je me suis lancée justement dans l'investissement immobilier où j'ai acheté mon premier appartement sans rien connaître, sans rien savoir, juste parce que je me disais, je gagne bien ma vie, il faut bien que j'achète quelque chose. Et donc un peu bêtement comme ça, sans connaître, sans rien connaître, ni l'imposition, ni les différés, plein de choses que je connaissais pas, je me suis lancée. Et c'est ça aussi qui a contribué au fait que en août 2019, j'ai pris peur. J'ai pris peur d'avoir trop de crédits, trop de dépenses, ne pas pouvoir assumer les dépenses liées à la scolarité de mon fils qui venait d'intégrer une école privée. Et j'avais plus d'épargne, j'avais plus rien. Et comme voilà, je suis seule ici, j'ai pas mes parents. Je me suis séparée en 2017. Effectivement, j'avais un chéri, mais c'était une histoire. Ça démarrait notre histoire à peine. Donc je me suis dit mais je peux compter sur personne. Je suis toute seule. Et je fais n'importe quoi, malgré que j'ai un salaire correct, les 10 du mois, j'étais au découvert, au taquet, quoi. Et ça m'arrivait d'aller à la pompe et de vouloir mettre du gasoil et que ma carte, elle payait pas, quoi. Et je me disais, c'est pas possible. J'avais très honte, en fait, à cette époque. J'avais vraiment honte. J'en parlais pas. Ouais, mais on va reparler de ça parce que, en fait, je pense que c'est le cœur de ton histoire et c'est ça qui t'a amené à être aussi cette personne inspirante pour d'autres qui vivent la même chose. Et toi comme moi, on a découvert que l'ampleur de ce phénomène, de combien de personnes vivaient en fait au-dessus de leurs moyens et qu'est-ce que ça veut dire de vivre au-dessus de ses moyens. Il y a juste un truc qui m'a frappée dans ce que ça dit. Je me rends compte que c'est un sujet que j'aime bien aussi. Mais je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais tu as dit j'arrivais à emprunter facilement parce que effectivement je cochais toutes les cases, tu vois, vis-à-vis de la banque. Et en fait, ça c'est quelque chose qui sera toujours un sujet d'étonnement pour moi. C'est à quel point la bonne gestion n'est pas un critère pris en compte ou est un critère minoritaire pris en compte par les banques. Donc s'il y a des conseillers bancaires qui nous écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire voilà comment ça se passe pour vous. Mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent à emprunter sur la base d'une situation et des revenus confortables, alors même que leur taux de flambage de l'argent est extrêmement important. Et il y a des gens qui sont des ultra bons gestionnaires, qui savent économiser 20, 30, 40% de leur salaire, mais qui gagnent moins de 2 000 € par mois et qui ont des capacités à qui on offre des capacités, à qui on ferme des portes de manière beaucoup plus importante que de gens, en fait, tu vois, qui, comme toi, en fait, gagnent 2 fois plus, mais qui ne gèrent pas leur argent. Ça flambe, quoi. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite parenthèse là-dessus parce que si des gens ont envie de venir témoigner là-dessus et on a un avis totalement contraire, je serais curieuse de savoir effectivement si des gens ont des expériences assez différentes. Mais en tout cas, toi, ça t'a
pas aidé, entre guillemets. Ça t'a pas aidé, Non, ce côté ça un peu m'a pas laxiste. aidé parce que c'était... je sais pas en fait comment le banquier il regarde il regarde le dossier, mais c'est vrai que moi si j'étais à leur place, il suffisait de regarder juste mon compte courant et de voir que tout le mois je finissais dans le rouge, que j'avais déjà énormément des dettes entre l'immobilier et les crédits conso, et en fait sur un seul clic je pouvais encore demander des crédits. Je suis sûre que ça serait encore accepté, quoi. Et encore, je vais juste rajouter que quand même en France, on a quand même un système financier qui nous protège beaucoup plus que dans d'autres pays. Et malgré tout, on arrive quand même à emprunter au-delà de ce que l'autre autorité financière, par exemple, recommande aujourd'hui, donc au-delà de 33%. Mais t'as raison de le souligner. Que effectivement en France, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en Belgique, il y a des gens qui nous écoutent en Suisse, il y a même des gens qui nous écoutent au Canada, et qu'effectivement la situation du crédit, elle est complètement différente. Tu disais un des déclics que tu as eu, donc t'as dit que tu as eu peur, oui, et t'as dit que tu as eu honte. Oui. Ça, c'est vraiment des choses que moi je retrouve, mais toi, tu as dû avoir des tas et des tas de gens qui sont venus te voir et qui ressentaient exactement la même chose. C'est vraiment de sentiments. Ouais. Et il y a toujours ce truc de... C'est tellement dommage qu'il faille qu'on en arrive à des extrêmes des fois pour se prendre en main, quoi. Des fois, on a une relation à l'argent qui est tellement dysfonctionnelle, je dis le mot, et il faut pas avoir peur de le dire, qu'on a besoin d'arriver dans la zone danger, parce qu'à un moment donné, on n'est plus dans une zone d'inconfort, on est vraiment dans une zone de danger. Et c'est vraiment quand on arrive dans cette zone de danger qu'on se dit non mais là, il faut que je fasse quelque chose, ce serait peut-être bien d'aller regarder. Alors qu'aller regarder, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis longtemps, en fait. En fait, la honte, elle était liée à plusieurs choses. La première chose, c'était... j'avais honte d'en parler parce que déjà dans mon entourage, j'étais la fille qui gagnait vraiment. Je pense que j'étais celle qui gagnait le plus, et donc je me sentais pas à l'aise en fait de dire à quelqu'un qui gagnait la moitié moitié de ce que j'avais moi, je m'en sors pas, parce que en fait je m'en sors pas, mais je savais au fond de moi que c'était que ma faute. Parce que si d'autres personnes autour ils arrivent à s'en sortir avec moi, c'est que moi, logiquement, j'avais en théorie beaucoup plus d'argent qu'il me fallait pour bien vivre. C'est juste que moi, je faisais n'importe quoi avec l'argent. Et donc, j'avais honte de ça. Et deuxième chose, c'est que je sais pas, on sait pas trop comment aborder ça avec l'entourage. C'était très difficile pour moi d'aborder ça avec mon entourage. C'était beaucoup plus simple pour moi de parler de mes problèmes financiers sur Instagram à des gens que je connaissais absolument pas. C'est ça un peu le paradoxe. Et que malgré que j'avais très peur au départ de subir, je sais pas, voilà, des critiques, de dire, regarde, tu gagnes bien ta vie, et c'est juste toi qui a fait n'importe quoi. Et au contraire, non, j'ai eu que des messages de bienveillance et d'autres personnes qui se sentaient comme moi, ou qui ont fait comme moi, et qui s'est retrouvées complètement dans mon parcours et dans ce que moi je partageais sur les réseaux. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a cette différence entre clairement, gagner beaucoup d'argent et ne pas savoir le gérer vis-à-vis de l'argent, c'est un des plus gros tabous. C'est dire qu'on gère pas son argent alors qu'on gagne bien sa vie, c'est un des plus gros tabous. Et ce qui est étonnant dans ton histoire, et je vis la même chose, c'est que en fait, j'ai l'impression que tu as créé un espace où d'une telle bienveillance autour de toi, mais aussi parce que tout le monde y a trouvé un espace où il pouvait dire en fait, moi aussi, je suis comme toi. Tiens, il m'arrive la même chose, etc. Et tous ces gens, c'est une somme, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'individus, en fait, qui eux-mêmes non plus ne pouvaient pas en parler à leur entourage parce qu'ils ont une espèce d'étiquette sur leur front. On a une étiquette, je gagne bien ma vie. Et vraiment, imaginer que quelqu'un qui gagne bien sa vie puisse ne pas le gérer,
Ça, c'est vraiment la honte ultime. C'est surtout que quand on gagne bien notre vie, on s'entoure aussi des objets ou enfin, en apparence aussi, on paraît comme quelqu'un qui vit bien. Que ça soit des voitures, que ça soit des maisons, que ça soit des vacances, voilà, cet argent en fait, il montre un certain standing de vie. Donc de dire à côté, oui, mais moi j'ai pas assez pour mettre de l'essence ou de gasoil dans ma grosse voiture. Là, c'est compliqué à dire quoi. C'est compliqué à dire et c'est sujet. T'as raison. Et c'est pas juste, j'arrive pas à gérer mon argent. C'est aussi tout est faux. Tu vois, c'est ça. C'est ce que tu vois là, ce que je te sers comme vin, ce que tu manges comme viande au barbecue, les vacances où je suis allée, en fait c'est faux. Ça ne devrait pas exister parce que j'ai pas les moyens de ça, tu vois. C'est ça. Et exactement. Je dois admettre que je sais pas bien gérer, c'est une chose, mais je dois admettre que tout ce que tu crois voir, genre c'est bidon quoi. Donc c'est qui je suis en fait. Du coup ça questionne vraiment c'est les apparences et donc qui je suis derrière ces apparences. Si en fait ces apparences montraient pas la réalité quoi. Ça c'est vertigineux comme c'est vertigineux. Ça explique pourquoi on n'en parle pas à son entourage. C'est réellement le cœur du problème. Et maintenant que je pense que le sujet me vient facilement et j'adore parler de l'argent. Je suis voilà comme tu l'as dit, je suis très transparente, mais je suis devenue à nouveau transparente dans ma vie personnelle en fait aussi. Et c'était drôle parce que quand j'étais encore dans ma boîte, les gens ils savaient pas ce que je faisais parce que j'en parlais pas. Mais souvent, je parlais d'argent parce que c'était mon sujet. J'aimais bien faire ça. Et en fait, à la cantine ou dans notre réfectoire, quasiment après tous les jours, on parlait des frics, on parlait des investissements. En fait, les gens, à partir du moment où tu tends un peu la perche, tu leur donnes l'opportunité de s'exprimer sur ce sujet, mais en fait, ils aiment bien. C'est comme si c'était un soulagement. Et parfois, j'avais même des gens qui venaient me voir alors que ils savaient pas ce que je faisais sur les réseaux. Ils connaissaient rien de mes problèmes, ils connaissaient rien du tout. Et ils venaient me parler de leurs problèmes d'argent, de leurs femmes qui dépensaient trop d'argent et comment ils pouvaient faire pour les amener un peu à comprendre et tout. Voilà comment ça fonctionnait un budget, tout ça. Et je trouvais ça drôle parce que c'était, je sais pas, ça montrait d'autant plus l'importance de pouvoir vraiment aborder ces sujets. Mais ça venait toujours, voilà. Il fallait que moi j'en parle et ensuite il y avait, voilà, la parole s'est libérée. En fait, tu donnes une sorte de permission en fait en parlant, mais c'est génial ce que tu dis parce que en fait, tu es en train de dire que et j'avais jamais vu ça comme ça, mais je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire, en fait, les gens ont envie de parler d'argent. Il suffit de leur donner la permission, il suffit qu'ils se sentent dans un environnement qui est bienveillant. Et là, les gens parlent d'argent. Et t'as créé ça avec ta communauté, j'ai créé ça avec ma communauté. J'en parlais aussi avec Asher de ce sujet-là dans d'autres épisodes que j'ai tournés avec lui. Et on arrive, tu vois, petit à petit, chacun à recréer une communauté autour de nos sujets. Et moi, de temps en temps, je sais pas si t'as la même impression, mais de temps en temps, je vois un peu comment on parle d'argent dans les médias, etc. Et je me dis, ah ouais, moi, je suis bien dans ma communauté, on est bien, tu sais, on se sent au chaud. Oui. Parce qu'on n'est pas jugé, je suis pas jugée, les gens qui viennent me voir ne sont pas jugés. Je sais pas si tu as ce sentiment. Et à l'inverse, tu vois, récemment, je crois que c'est Capital ou Zone Interdite, ils ont fait une émission où ils ont suivi, où ils ont même coaché une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants, qui gagnaient peut-être 4 000 € à 2, tu vois. Et ils se sont pris une pluie de commentaires le lendemain. Oh là là, mais M6 n'a plus le sens des réalités. Qui sont-ils pour aider une famille qui gagne 4 000 €? Quand on gagne 4 000 €, on n'est pas dans la galère, etc. Et moi, je me dis, mais c'est dingue parce que moi, on m'a jamais dit ça, en fait. Moi non plus. Et c'est ça qui est quelque chose que j'avais très peur. J'avais très peur de ce genre de commentaires. Je n'ai rencontré que de la bienveillance sur les réseaux, sur des personnes qui sont venues me parler. Que de la bienveillance et que de l'ouverture. C'était
Enfin, je peux vraiment compter sur le doigt d'une seule main, voilà, les gens qui sont un peu égarés, qui ont parfois dit des choses un peu à travers, mais c'est tellement insignifiant que je m'en rappelle même plus. Voilà, tellement c'est submergé par les gens qui sont agréablement surpris en fait de venir voir et comment moi je fais, et on se rend compte que oui, moi, je montre mes chiffres, mais je montre mes chiffres parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à comprendre la méthodologie de construire son budget, de prévoir des choses quand on voit des vrais chiffres que quand juste on parle en théorie. Et ce qui me montre en fait que c'est vrai, que c'est pas les chiffres qui comptent, mais c'est que voilà, il y a des gens qui gagnent très peu. Il y a des alternants parfois qui sont là au début de leur vie professionnelle, qui gagnent 800 ou 900 euros et qui m'écrivent pour me dire ben merci, voilà, grâce à toi j'ai compris comment faire, je peux prévoir pour mes prochaines vacances ou pour faire un truc avec ma famille. Voilà, ça fait tellement du bien de voir ça. Et j'ai plus aujourd'hui, j'ai plus honte de dire j'ai plus honte de dire je gagne bien ma vie, mais j'ai plus honte de dire je fais n'importe quoi. Non, je trouve qu'il faut qu'on parle, de ça en toute bienveillance, et qu'à partir du moment où on parle en bienveillance, les gens ils comprennent. Et ce genre de commentaires, comme tu as pu les entendre, voilà, sur une émission de télé, nous on les a pas. Non. Toi, tu les as pas, moi, je les ai pas. Tu m'as dit un truc quand on a préparé cet épisode. Tu m'as dit, franchement, je suis incapable de te dire où partait mon argent à l'époque. Non, mais je suis incapable de dire parce que j'étais pas une dépense. J'achetais pas des choses chères. Voilà. J'achetais énormément de choses, mais pas des choses d'une grande valeur, des sacs qui coûtent cher ou des chaussures. Et du coup, c'est pour ça que je me considérais pas comme une grande dépensière. Mais je pouvais avoir 30 paires de chaussures que chacun coûtait 35, 45 euros. Voilà. Mais non, j'étais pas dépensière parce que c'était pas des choses chères. C'est marrant ce que tu dis parce que je rencontre ça avec mes clients aussi. Il y a vraiment une idée de on est dépensier quand on achète des choses coûteuses, ou alors quand on achète des choses qui peuvent être classées dans la catégorie de futiles, donc des vêtements, du maquillage, etc. Mais tu vois, on n'est pas dépensier quand on achète beaucoup de livres. On n'est pas dépensier quand on achète des choses pas chères, comme tu disais. C'est marrant parce que c'est intéressant de pouvoir se questionner soi-même. Est-ce que je suis en train de me raconter des salades, quoi? Parce que être dépensier, c'est juste dépenser beaucoup d'argent, peu importe si c'est dans des choses de luxe, peu importe si c'est dans des choses de qualité ou pas, mais il y a une question de rapport entre la dépense et le gain. Bah, je dirais pas que c'est tellement dépenser beaucoup d'argent, mais c'est dépenser plus que ce qu'on peut se permettre. Du coup, tu ne sais pas du tout où l'argent part, mais oui. Donc tu te rends compte à arriver à la rentrée 2019 que tu as 18 000 euros de dette. Oui. Enfin, on va pas dire que tu découvres que tu as 18 000 euros de dette, mais tout d'un coup, ça prend des proportions dans ton budget qui te font peur. Donc, on a parlé de sentiments de honte, etc. Qu'est-ce que tu mets en place à ce moment-là? Donc, tu as ouvert le compte, tu te dis, OK, je vais faire quelque chose. Tu vois, quelles sont les premières actions que tu mets en place? Surtout, j'imagine qu'en vrai, c'était pas la première fois que tu as eu envie de t'intéresser à ce sujet-là, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu penses que là, ça a pris et avant, ça avait pas pris? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était la première fois que je le faisais ça d'une façon sérieuse. Parce que ça m'est arrivé d'ouvrir un Excel et de regarder un tout petit peu à quoi correspondaient mes dépenses fixes. Mais c'était toujours, voilà, je constatais des choses, je constatais où partait mon argent. Là, ce qui a changé, c'est que je commençais à être un peu en prévision. Ça veut dire que je décidais à l'avance ce que je vais faire avec mon argent et pas juste regarder, noter les dépenses comme je pouvais les faire auparavant quelquefois. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois. De m'acheter un calendrier, de me dire je vais noter toutes mes dépenses dedans. Voilà, je fais ça avant. Là, pour la première fois, c'était je vais être dans le prévisionnel. Donc, je vais
avant de recevoir mon salaire ou avant de commencer à le dépenser en tout cas, je vais décider qu'est-ce que je vais faire avec chaque euro. Donc, combien va aller pour payer les factures, combien va aller pour payer les dettes, qu'est-ce que je vais dépenser en restaurant, en alimentation, en sortie, en shopping, voilà. À l'avance, je vais décider pour que l'argent que je vais dépenser, ça soit dans mes moyens cette fois-ci et pas pas comme avant, juste au feeling. Quand j'avais envie, j'achetais. Ce qui a changé également, c'est que je décidais en fait je me suis beaucoup documentée sur Internet. J'ai regardé ce qui se faisait, surtout aux USA, parce que c'est quand même le champion de l'endettement là-bas. Donc ils sont en avance sur l'endettement, mais ils sont aussi en avance pour pour trouver des méthodes sur les solutions. Donc voilà, donc je suis tombée sur des gens comme Dave Ramsey qui parlait de méthodes très claires, très simples, très strictes aussi pour sortir de l'endettement avec entre autres la méthode boule de neige que j'ai appliquée pour rembourser mes dettes. Ouais. Tu m'avais parlé quand on a préparé The Budget Mom. Budget Mom, il y avait Debt Free Weirds aussi. C'est des gens qu'ils avaient. Enfin, moi à côté, c'est rien mes dettes en fait, parce que eux, ça c'est quand voilà, il y a 6 chiffres la plupart du temps chez eux. Moi, j'en avais beaucoup moins. Et c'était inspirant de voir en fait les gens, d'autres personnes qui avaient beaucoup plus de dettes que moi, de voir qu'ils peuvent s'en sortir et de voir un peu comment ils font et de comprendre qu'en fait ils inventent rien de très nouveau. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font je sais pas comment dire, un step back, voilà, et on fait un pas en arrière et on essaye de faire le plus simplement possible pour se compliquer un peu l'achat, le passage à l'acte, donc retour avec les enveloppes ASPS, avec voilà moins d'utilisation de cartes, moins d'utilisation de chèques et de vraiment faire simple. Et de se concentrer sur l'essentiel et de favoriser vraiment le remboursement des dettes. Et donc j'appliquais ces méthodes. Je me cherchais parfois, j'essayais des choses. Je me disais parfois les enveloppes ça marchait pas sur des choses comme les carburants par exemple. Donc voilà, j'adaptais des choses pour que ça soit pour que j'ai envie en fait continuer. Parce que prendre une méthode qui ne correspond pas complètement, on risque quand même de lâcher la motivation, elle risque de partir assez rapidement. Donc, je voulais vraiment adapter ça à ma situation. Et d'ailleurs, c'est ce que je répète souvent aux gens, c'est que il n'existe pas une méthode budgétaire qui va être taillée sur mesure pour tout le monde. C'est toujours il faut chercher ce qui nous convient et c'est le seul moyen de garder quelque chose qui va nous donner envie de revenir. Voilà, il y a des gens qui sont plus calés sur les papiers, il y en a d'autres qui sont sur les applications, il y en a d'autres qui sont sur Excel. C'est bien, chacun trouve sa façon de faire selon les préférences et selon le quotidien, la famille, composition de famille. Voilà. Et moi, c'était les papiers, moi, c'était les enveloppes à espèces. Ça me convenait bien et ça marchait bien pour moi. Voilà, ça me donnait vraiment, je me rendais vraiment compte où partait mon argent. Mes premiers budgets, ils étaient complètement à côté de la plaque parce que j'avais aucune idée en fait de combien je dépensais en nourriture, en essence. Et comme il fallait prévoir à l'avance dans mon budget, donc je me suis loupée, je pense 2-3 premiers mois. J'étais à côté de la plaque, mais c'est un apprentissage et finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, on gère bien. Du coup, tu as mis, on va spoiler les auditeurs, tu as mis 16 mois à rembourser tes 18 000 euros, donc je suis pas Einstein des calculs, mais j'ai même pas besoin de sortir ma calculette pour voir qu'on est à peu près à peut-être un peu 1200 un peu plus par mois de remboursement, ce qui évidemment pour beaucoup de gens doit paraître extraordinaire. Hein, et je crois que tu le dis souvent. Enfin, je sais pas, je sais puisque je te suis, tu le dis souvent. Enfin, c'est évidemment plus on gagne, plus on a un levier de remboursement qui est rapide. Hein, tout le monde ne peut pas. L'idée c'est pas une course. Chacun fait en fonction de ses moyens, mais en tout cas, toi, tu as réussi quand même à rembourser ce qui m'a aussi aidé en 16 mois, quoi.
Ce qui m'a aidé aussi, c'est que à partir de juillet 2020, je commençais quand même à avoir des revenus supplémentaires liés justement à mon activité d'Anna la petite budgeteuse et même si au départ tout l'argent que je gagnais je refusais en fait de toucher à cet argent. Il devait uniquement servir comme apport pour investir dans l'immobilier ou pour investir en bourse ou même en crypto. Mais je voulais pas toucher à cet argent. Je voulais pas. J'avais peur à nouveau de me dire, ben, il y a moyen de dépenser un peu d'argent, se faire plaisir, beaucoup comme avant. Donc non, je m'interdisais et je me suis autorisée quand même de piocher pour la première fois dedans. Ben justement, c'était en décembre 2020 pour rembourser la dernière mensualité. Enfin, plusieurs mensualités parce que je crois qu'il reste 2000 €. Et pour Noël, le 25 décembre, je me suis fait ces cadeaux, je remboursais mais les restes de mes crédits justement avec l'argent. Ouais, on anticipait avec l'argent de gagner avec la petite budgeteuse. Il y a une question qu'on se pose souvent, enfin je crois qu'on te pose souvent quand on est dans l'endettement, c'est que en fait le chemin t'apparaît tellement long et difficile et on essaye, on abandonne. Tu vois, c'est vraiment un truc de bon allez, j'essaye, j'abandonne. Bon alors, j'ose pas le dire, mais effectivement, il y a des gens qui essayent à moitié, c'est sûr. Il y a des fois, on sent que c'est comme arrêter de fumer ou c'est comme perdre du poids. Il y a des moments où on sent qu'on essaye vraiment et puis il y a des moments où on sent qu'on n'essaye pas vraiment. Mais la question de la motivation, elle est quand même centrale. Ça a été quoi ton moteur à toi? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci a été la bonne? Au-delà de l'énorme coup de pied, au-delà de la peur que tu as dû ressentir, tu sais, il y a des gens qui sont capables de se mettre vraiment très souvent dans la zone un peu danger ou de frôler avec cette zone et c'est pas suffisant pour se motiver. Et après, je souhaite à personne d'avoir besoin d'aller dans cette zone-là pour se motiver aussi. Donc, quelque part, comment on fait pour se motiver quand on n'est pas complètement en danger? Tu vois, qu'on n'est pas encore dans la zone rouge. En tout cas, toi, comment t'as fait? C'est mon compte Instagram en fait qui m'a énormément motivée. Hein. C'est voir que le parcours que je suis en train de mener, tous les efforts que je suis en train de faire, ça peut aider et motiver d'autres personnes. Mais ça m'a énormément motivée de mon côté. Ça m'a donc il y avait ça et après il y avait la discipline que je me suis construite autour de mes finances personnelles. Donc discipline avec je passais beaucoup de temps quand même. Hein. Je pense que c'était pas très sain même à un certain moment. Je suis allée dans la zone. Mais la discipline, c'est la résultante de ta motivation, j'ai envie de te dire, tu vois. Oui, mais la motivation, elle dure quoi, 3 semaines en moyenne, je pense. Quand on se lance dans, peu importe que ça soit finance, que ça soit sport, que ça soit des régimes, la motivation, enfin l'impulsion de commencer quelque chose. Moi, je pense pas que ça dure au-delà d'un mois. Hein. Si on n'est pas en mesure de construire quelque chose d'autre, de trouver des raisons pour continuer, la seule motivation ne sera jamais suffisante pour aller jusqu'au bout. Hein. Moi, souvent, en fait, je compare ce que moi j'ai vécu, je compare et le chemin que j'ai fait, je compare à des régimes ou des reprises en main, de sport, parce que c'est exactement les mêmes problèmes, les mêmes leviers, on doit se mettre dans l'inconfort volontairement, en visant quelque chose qui est assez lointain. Et c'est pas simple. C'est pas simple pour le sport, mais c'est pas simple pour les finances. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, c'est pas grave. Parfois on tombe, parfois on revient en avant, mais on peut quand même à nouveau décider. Ben allez, je recommence à nouveau. Je vais essayer cette fois-ci de faire ça bien. Et parfois il faut essayer plusieurs fois. Et moi, je sais pas si c'était vraiment. Je pense que c'était la première fois que je faisais ça sérieusement. Même si avant, peut-être j'essayais parfois. Je veux pas te mentir que je me disais pas. Enfin, c'était pas comme ça. En août 2019, j'ai découvert oh là là toutes les dettes que j'ai. Non, ça devait être ça devait être dans ma tête quelque part. Et peut-être je me disais ça serait bien quand même que je fasse différemment. Mais je sais pas. J'avais pas l'impulsion. Et ni cette motivation rien que pour commencer quelque chose.
Après, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif. J'aime bien créer de nouvelles choses. Donc, je me suis fait plein d'outils, en fait, visuels qui m'aident, où j'ai tracé les remboursements de mes dettes. Donc, je le voyais. Enfin, c'était pas juste, je voulais pas que ça soit un objectif très lointain que je vais vite oublier. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis entourée de plein de choses très colorées, très colorées et assez, on pourrait dire même enfantin, mais qui pour moi ils m'ont fait du bien. Ils m'ont fait du bien et qui m'ont permis de justement de garder les caps, de continuer. C'est intéressant la réflexion sur la motivation. La motivation, c'est l'impulsion de départ et elle reste pas et ensuite il y a quelque chose d'autre qui doit prendre le relais. Oui. J'ai l'impression que pour toi, c'est la discipline qui a pris le relais, pas forcément le plaisir. En tout cas, tu en as pas encore parlé. Alors, parce qu'au départ, c'était pas forcément le plaisir. Pendant les premiers mois, c'était pas forcément un plaisir de faire mes comptes parce que j'étais tout le temps hors budget, j'arrivais pas à tomber juste dans mes prévisions. Voilà, cette phase d'apprentissage, je veux pas mentir, c'était pas du plaisir. Et je vivais toujours dans je traînais cette culpabilité, cette honte et presque la colère à ce moment-là de me dire mais regarde tout ce que tu as fait, tout l'argent qui est passé par tes mains et que tu as fait n'importe quoi avec. Donc à ce moment-là, c'était pas un plaisir. À partir du moment où je crois que c'était quand je remboursais mon premier crédit et que je commençais à me sentir sereine par rapport à l'argent. J'avais une sérénité de savoir qu'il y a des choses qui sont prévues. Très peu de choses peuvent me déstabiliser parce que je commençais à anticiper. Voilà, j'étais prête pour Noël, j'étais prête pour des petites vacances, j'étais prête pour voilà, c'était et j'ai appris à vivre avec peu aussi. Donc je savais en fait ma capacité de réduire des choses au minimum. Et je me disais que je pense que c'est là que je commençais à ressentir un plaisir, oui, de faire mes comptes, parce que ça me procurait de la sérénité. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas aussi reconnectée en te disant en fait, je suis pas moins heureuse, je vis pas moins bien avec moins et finalement, est-ce qu'il y a pas du sens là-dedans, quoi? Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Je me suis rendu compte que l'argent que je gagnais, c'était même, j'en avais pas besoin d'autant pour bien vivre. À partir du moment où je n'ai plus de dettes, où je sais quels sont mes besoins et que je axe mes dépenses par rapport à ces besoins-là, j'ai pas besoin de gagner 4 000 €. Je peux très bien vivre avec 2 500 ou 3 000. Et d'ailleurs, maintenant, maintenant que je suis à mon compte, je me verse moins d'argent que je gagnais. Je pourrais me verser parce que j'ai la capacité de me verser plus, mais je trouve que je me verse aujourd'hui 3 000 € et avec ces 3 000 €, je suis bien. Est-ce que au-delà des 2-3 premiers mois qui ont été compliqués, mais plus par ajustement, est-ce que justement vivre avec moins, ça a été une source de frustration ou de privation pour toi? Tu vois, les choses que tu faisais avant et que là tu faisais plus Non. J'ai vendu énormément de choses pendant les premiers mois. J'ai vendu mon ordinateur, j'ai vendu des objectifs de mes appareils photo, j'ai vendu tout mon matériel de plongée parce que je plongeais plus de toute façon. C'était pas frustrant parce que je voyais les résultats en fait. Je voyais ces putains de dettes disparaître et à chaque fois qu'elles partaient, en fait, je me sentais de plus en plus légère. Et je désencombrais vraiment mon appartement. Je me suis débarrassée de tellement de choses qui traînaient ici qui prenaient juste la poussière, mais voilà, j'ai vendu des choses sur Vinted, j'ai vendu des choses sur Boncoin, j'ai vendu sur Facebook Market. Enfin, et cet argent, je l'utilisais pour soit pour me constituer mon fonds d'urgence, soit pour rembourser les dettes. Et c'était presque un jeu. C'était amusant. C'était amusant. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle aussi entre le désencombrement de son environnement, de son chez-soi, etc., le parallèle avec une certaine épuration de qui on est finalement, tu vois, c'est comme t'enlever un peu de
t'enlevais un peu de couche de superficiel, quoi. Tout ce qui avait tout ce qu'il y avait en plus, qui n'était pas utile, et tu dis, ah, ok, bah, je reviens à l'essentiel. Revenir à l'essentiel chez moi, dans mon intérieur et avec les objets, c'est aussi un moyen de revenir à l'essentiel de qui je suis et de ce que j'aime et de ce dont j'ai besoin. Bien sûr, ben, bien sûr. Et j'ai vécu je sais pas comment dire, mais une histoire particulière avec ma voiture, par exemple. Ma voiture que je voulais vendre, pour lesquelles j'ai pris un autre crédit parce que je voulais une autre voiture beaucoup plus belle, plus grande. Et, et finalement, j'ai toujours la même voiture que j'avais il y a 5 ans. Et plus elle vieillit, plus elle prend des kilomètres, plus je l'aime. Parce que et plus j'en prends soin, parce que je me dis mais elle marche tellement bien, elle me rend tellement de service, quoi. Et en fait, son apparence ne compte vraiment plus du tout. C'est ce qui compte, c'est que voilà, elle est bon marché, elle consomme pas grand chose, elle est confortable, elle nous amène où on veut, on est en sécurité dedans. Et en fait, je m'en fous que je sais plus, elle va bientôt avoir 9 ans, donc voilà, elle a 250 000 kilomètres, mais je m'en fous complètement. Je suis fière. J'espère que je vais la conduire encore. Enfin, normalement, c'est mon fils qui va la conduire à partir de l'année prochaine, quand il va avoir son permis. Voilà, il aura droit à recevoir cette voiture, donc je prends vraiment soin. Mais ça marque un peu cette scission entre comment avant la voiture pour moi c'était quelque chose qui devait être beau et qui me représentait presque. Alors que maintenant, c'est tout le contraire. Je m'en fous ce qu'ils pensent des gens. Je m'en fous. Ouais, mais elle est bien. Elle est brute. Ouais. Je l'aime trop. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de boule de neige. Oui. Boule de neige, c'est le doux nom d'une méthode de remboursement, de désendettement, de remboursement de ses dettes. Et c'est celle que tu as adoptée. Oui. J'imagine que tu n'avais jamais entendu parler de boule de neige avant, avant non, mais pour moi, c'était tellement une découverte. Bah moi je suis pas vraiment je suis nulle en calcul, donc je suis tombée sur un fichier Excel qui était en anglais où on pouvait en fait faire des simulations, donc renseigner tous les crédits qu'on avait et jouer un peu. Je rembourse. Qu'est-ce qui se passe si je rembourse d'abord mes crédits les plus chers, donc ceux qui ont les intérêts les plus élevés? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe si je modifie un petit peu mes échéances? J'arrête de saupoudrer. Mais je me concentre sur une dette. Donc, il y avait plein de possibilités, en fait, plein de scénarios. Et je suis restée pendant une semaine devant. Et même à mon chéri, je lui disais, mais viens voir. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais ça devrait, on devrait tous avoir connaissance de ce mode de calcul, de voir que, même si on reste sur le même montant de mensualité qu'on paye, comme on a beaucoup de crédits, rien que jouer à l'intérieur, ben je diminue une pour augmenter une autre, ben ça peut en fait avoir un impact phénoménal en fait sur la durée de crédit et sur les intérêts qu'on paye. Donc moi quand j'ai découvert ça, mon plan en fait que je fais, j'avais inclus même mes dettes immobilières, donc mes crédits immobiliers dedans, parce que selon mes calculs, je pouvais ne plus avoir du tout de dettes dans 8 ans. Voilà, ne plus avoir de dettes, alors que je venais quand même d'acheter mon appartement, donc c'était vraiment rembourser tous les Tu venais de faire ton premier investissement locatif, ouais, c'est ça? C'est ça, et j'avais déjà mon crédit pour la résidence principale. Donc voilà, ne plus avoir de crédit dans 8 ans. Donc voilà, pendant une semaine, je revenais pas en fait que c'était possible. Bon, après, il y a quand même la contrepartie, c'est que le montant initial de ce qu'on paye pour les crédits doit rester toujours le même. Ouais. Donc moi, à l'époque, je payais 1 550 € de crédit au total. Ça veut dire que pendant 8 ans, j'acceptais en fait de payer cette somme-là, même si mes crédits disparaissent un à un. Et tu peux réexpliquer le boule de neige pour que justement les gens comprennent bien effectivement la méthode de remboursement? Alors l'idée, c'est que c'est une méthode qui est super quand on a beaucoup de crédits. Ça marche moins quand on a un seul crédit, mais à partir de 2-3 crédits, ça fonctionne. L'idée, c'est de prendre la mensualité d'un crédit qui se termine
pour le rajouter au crédit suivant, pour engendrer cette boule de neige, donc accélérer le remboursement de crédit. Donc ça peut diviser parfois la durée des crédits par 2, mais comme je disais, la contrepartie, c'est de payer toujours la même mensualité de départ. Donc si on paye, je sais pas, 1 000 € de crédit au départ et on a 5 crédits, même à la fin, il nous reste qu'un seul crédit, on accepte de payer toujours 1 000 €. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est au lieu de, reprenons ton exemple, tu as 1 000 € de crédit. Mettons qu'il y a un crédit qui arrive à échéance et qui te dégage 100 €. Oui. Au lieu de reprendre ces 100 € pour toi, en fait, tu vas continuer à les allouer au remboursement du prochain crédit pour rembourser le deuxième crédit plus vite, etc., etc. Et donc, effectivement, tu ne récupères jamais de marge de manœuvre. Tes 1 000 €, en fait, tu vas continuer à les allouer à tous les crédits que tu as jusqu'à temps que tous soient remboursés. Et tu vas les rembourser de fait de plus en plus vite parce que au lieu de, si ton crédit d'après, mettons, il était de 200 €, bah, au lieu de 200 €, tu vas tout d'un coup le rembourser à 300 €. Et ça. Donc, il va être remboursé de fait plus vite. Dès que tu auras remboursé celui-là, bah, tu auras 300 € à allouer à d'autres crédits. Et de fil en aiguille, effectivement, tu peux aller plus vite. Mais comme tu dis, ça implique que sur toute la durée de remboursement que tu as choisi de maintenir, tu ne récupères jamais de capacité de dépenses supplémentaires, quoi. À la fin. Et c'est ça, à la fin, c'est ouf. Libération, libéré, délivré. Après, on peut jouer un petit peu. Par exemple, en fait, déjà, à la base, on part des principes que si on a appris déjà à vivre, on arrive à rembourser 1 000 € de crédit, autant en profiter, ne pas récupérer la mensualité d'un crédit qui se termine pour faire autre chose. C'est bien si c'est un investissement, mais la plupart du temps, ça devient juste de l'argent qui intègre le budget, qui il est un peu dilué quoi dans les dépenses du quotidien. Après, on n'est pas toujours obligé de prendre la totalité du crédit qui se termine. On peut faire moitié-moitié aussi. Si on reprend toujours le même exemple, un crédit qui se termine avec 100 €, on peut dire 50, j'augmente la mensualité suivante, et 50 €, je fais par exemple un virement automatique vers mon épargne. Et donc, tu étais censé pouvoir tout rembourser en 8 ans, et finalement, tu as divisé les dettes immobilières et les dettes conso, et tu t'es dit déjà, je vais me concentrer sur les dettes conso. C'est ça, mais c'est pas pour 2 raisons. La première, c'est que entre-temps, j'ai acquéri une certaine éducation financière et que je compris que les dettes immobilières, les crédits immobiliers, c'est pas ça me dessert pas forcément, que ça me permet même de payer moins d'impôts. Donc je commençais à les voir pas vraiment comme un ennemi, mais plutôt comme quelque chose de un levier. Un levier, voilà. Un levier d'enrichissement. C'est ça. Et 2, c'est que je me suis dit que ces 8 ans, ça va être long. Ça va être long. Parfois, je me dis, mais j'aurais pu tenter. Mais je sais pas, parce qu'on n'a pas abordé encore ce sujet, mais j'ai quand même 2 enfants, j'ai un chéri, et ces 2 ans de serrage de ceinture et de mettre tout l'argent, de mettre maximum de l'argent dans le paiement de dettes, ça me demandait à moi, de l'effort. Mais moi, je réussis à trouver, le moyen de rendre ça comme un jeu, comme un plaisir. Pour mes enfants ou pour mon chéri, c'était moins drôle. Parce que... parlons-en. Ouais. Parlons-en, ouais. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on n'est plus seul à parler d'argent, les choses se compliquent parce que faut vraiment trouver un moyen d'être sur une longueur d'onde, on va dire harmonieuse, pas forcément exactement la même, mais au moins faut que ça puisse finir par s'harmoniser, quoi. Donc quand tu dis là c'est plus possible, on va reprendre les choses en main, hop, et que tout d'un coup tu dis à tes enfants il y a plus ci, il y a plus ça, à ton chéri il y a plus ci, il y a plus ça, on va aller moins au resto, on va faire moins de trucs, etc. Ça a pas été simple? Avec les enfants, je trouve que j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer, de leur montrer des choses, de leur vraiment d'être très transparente aussi.
Donc je cachais pas du tout le fait que je gagnais bien ma vie, mais je leur disais en fait, je leur disais pourquoi je faisais ça. Et ce que je faisais aussi dans la méthode boule de neige, c'est que à chaque fois que je terminais un crédit, je j'augmentais pas tout de suite la mensualité. Je prenais la mensualité en fait pour nous faire plaisir. Et en Faire un fait, petit ce resto. plaisir, Ouais. à un moment donné, c'était, on parlait quand même de 400 voire 500 euros, donc c'était plus qu'un petit resto. Mais je partageais en fait ça même avec mes enfants. Je leur disais, je crois la dernière mensualité, c'était 900 euros. Ben voilà, on a chacun, enfin, avait 300 euros pour. Donc, je voulais que ça devienne, enfin, que leur effort soit également récompensé. Mmh. Et du C'est coup, génial ça. du coup, bah, pour eux, c'était voilà, ils sont. J'espère que je les ai pas trop perturbés. Je vois qu'il y a mon grand qui a 17 ans. Je vois que lui, il est très économe et son frère qui a 14 ans, beaucoup moins. Et du coup, je me dis, ben, en fait, chacun sa personnalité avec l'argent aussi. Donc, moi, j'essaye Mmh. de leur donner un exemple. On parle énormément, voilà, d'immobilier, des choses. Enfin, je leur explique. J'ai envie de leur donner une éducation financière que moi j'ai pas eu. J'ai envie que ça leur vient facilement d'aborder ce sujet, qu'on parle d'argent, de choses. Voilà, j'ai envie qu'ils sachent combien ça coûte la vie, tout ce qu'on a à payer, les impôts, les choses. Voilà, donc mon cahier budgétaire, il est ouvert, on partage ensemble. Parfois, je prévois de leur donner un argent de poche, et finalement, je leur explique pourquoi ils l'auront pas. Voilà, c'est vraiment une autre histoire de famille. Avec mon chéri, c'était un tout petit peu plus compliqué aussi par le fait qu'on vit pas ensemble. Donc, on est en couple depuis un bon bout de temps maintenant, mais on est, voilà, famille récomposée avec des enfants un peu de partout. On a 5 enfants à nous deux, donc c'est compliqué. Donc on a fait le choix de chacun garder son foyer. Et du coup, on n'a pas de budget en commun. Mais par contre, on a une vie en commun. Donc il y a plein de choses en fait où moi je disais non, ça on va pas faire, ça on va pas aller, ça je trouve pas trop cher. Voilà, même c'est pas prévu dans mon budget, donc on le fait pas. Et ça frustrait beaucoup mon chéri. Il était, enfin, il me supportait énormément, mais je sais que ça l'a frustré pas mal. Et je suis sûre que parfois il a dû se dire, mon Dieu, je suis avec une radine ou je sais pas. Enfin, je suis sûre qu'il y a des moments qui n'ont pas été simples. Lui a un rapport différent à l'argent. Lui, il a. Complètement. Complètement, c'est les celles que j'arrive pas du tout à à convaincre de l'utilité du budget, de dépenser son argent d'une façon très consciente. Donc non, on n'a pas du tout le même rapport. C'est un sacré épicurien, mon chéri. Il adore Plaisir, plaisir, plaisir. ouais, plaisir et pas mal de petites dépenses aussi qui ne servent pas à grand chose pour des choses qu'il n'utilisera jamais. Donc parfois il prend conscience, mais c'est long. C'est lent chez lui. Il a commencé quand même à épargner, donc ça je suis quand même contente, mais il est loin de faire un budget. Après c'est un homme aussi, hein. Les hommes, ils sont très pragmatiques. Je sais qu'il y a très peu d'hommes à qui la méthode d'enveloppe avec des cash va parler, par exemple. Ils sont plus pragmatiques, je dirais. Voilà. Plus simple c'est, moins prise de tête, on y va. Tu dirais que du coup, il a finalement un peu bon gré mal gré embarqué avec toi, il t'a soutenu dans ta démarche. Le fait que vous ayez quand même une vie commune mais vie séparée lui a quand même permis d'avoir aussi une liberté et une souplesse, parce que c'est vrai que pour les couples qui partagent leur vie commune, etc., c'est peut-être plus difficile de trouver ses bulles et il faut vraiment s'accorder. Oui. On est vraiment obligé de s'accorder, quoi. C'est s'il y en a un qui est désaccordé au niveau de son instrument, la musique est plus mélodieuse du tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Souvent, on me parle de ça, des gens qui m'écrivent justement que le compagnon qui veut pas du tout entendre parler de ça, qu'il voit pas où il est le problème et il veut pas du tout changer ses habitudes. C'est pas facile. C'est pas facile. Non.
C'est pas facile et j'ai pas des réponses comme ça au tac de dire ah ben il faut faire ça. C'est très compliqué. Il faut beaucoup de discussions, beaucoup de temps, beaucoup de montrer des exemples et parfois ben tout simplement ça viendra jamais. Hein. Il y a des gens qui voudront pas en fait, qui voudront pas changer parce que ils ont pas les déclics, je sais pas pourquoi ça parfois ça vient pas. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de réponse toute faite sur ce sujet-là, mais c'est vrai que tristement, on aimerait que l'argent soit pas une cause de désalignement dans le couple. Malheureusement, ça l'est. Déjà, ça l'est pas forcément à cause de nous, mais ça l'est naturellement, si tu veux, pour certains couples. Et c'est vrai que quand l'un ou l'autre, et en l'occurrence, nous, on a plutôt des publics féminins qui nous suivent, quand les femmes découvrent ça, ont envie d'aller dans ce chemin-là, d'être plus intentionnelle avec son argent, de faire des économies pour sortir de l'endettement ou d'une situation un peu sur le fil, etc. Et qu'elle est la seule à tirer le bateau. Malheureusement, des fois, le seul constat, c'est bon bah peut-être il y a pas de compatibilité, quoi. C'est-à-dire que malheureusement, c'est triste, comme tu dis, c'est triste à dire et c'est toujours difficile à dire à une personne. Que c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, tu vois bien que voilà, parce qu'il y a des compagnons ou des compagnes qui drainent tellement les choses et qui accentuent tellement les problématiques d'argent dans le couple que si parfois on a envie de dire ça, c'est pas facile à dire à quelqu'un, mais est-ce que peut-être ça pourrait jamais s'accorder peut-être sur ces terrains-là dans certains couples. Et non, c'est un sujet super super compliqué. Argent et couple. Si tu arrives à trouver un futur invité pour parler de ce sujet, franchement, ce serait top. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Je pense que j'en referai parce que c'est un sujet énorme. C'est vraiment un sujet énorme qui pose beaucoup de questions aux gens, mais voilà, c'est vrai que c'est une chose de se mettre en couple en ayant déjà été sensibilisé et du coup on choisit différemment son partenaire. Moi j'ai beaucoup de gens, j'ai ma collaboratrice Lucie, à qui je fais un petit coucou, qui effectivement, depuis que voilà qu'elle m'a écoutée, et puis ensuite elle est devenue cliente, et puis ensuite maintenant on travaille ensemble, et elle a une façon d'aborder ses relations qui est totalement différente, quoi. C'est-à-dire, elle cherche pas la même chose. Et moi, je sais que si demain je venais à être seule à nouveau, mais évidemment que je chercherais pas la même chose que la moi d'il y a 10 ans. Mais quand j'ai un couple établi et que ces problématiques émergent, voilà, ça peut être un vrai tsunami, quoi, dans un. Oui. Bon, moi, je suis pas vraiment une référence pour parler de ces sujets parce que voilà, on vit pas ensemble, donc c'est quand mon chéri il a envie de dépenser, s'acheter des viandes à 60 € les kilos, ben il le fera quand il est tout seul, quoi. Et du coup, voilà, chacun trouve son équilibre. Mais si, enfin, le jour où on vivra ensemble, certainement, on aura des choses à travailler. Tout à l'heure, tu m'as offert une porte pour qu'on revienne sur ton enfance. Donc, j'avais dit dès le début qu'on en parlerait. Ouais. Tu as grandi en Pologne, dans une famille plutôt modeste. Oui. Tes parents faisaient quoi? Alors, mes parents, déjà, ils ont divorcé quand moi j'avais 3 ans. Donc, je vivais avec mon frère qui a 1 an et 3 mois de plus que moi, donc avec ma maman, et papa, on le voyait un week-end sur 2. Donc bon, mes parents, ils avaient des super rapports et franchement, j'ai que des bons souvenirs. Ça m'a pas vraiment perturbée leur divorce. Comme c'était très rare à l'époque en Pologne, presque j'étais fière d'être un enfant de divorcé parce que c'était quelque chose de différent. Et donc mes parents, tous les deux, en fait, ils avaient un esprit d'entrepreneuriat, mais en préparant notre rencontre, tu m'as questionné un peu sur ça, et du coup je me suis replongée un peu dans ces souvenirs, et je me suis dit, est-ce que c'était pas un peu lié au contexte de Pologne des années 90, qui venait de sortir de communisme, qui était ouverte en fait à l'Europe et au monde entier, et on passait de quelque chose où il y avait rien en Pologne
donc dans le magasin, il y avait pas grand-chose en tout cas, à voilà, la possibilité d'accéder à des habits différentes, à des meubles différentes, parce qu'on avait tous la même chose chez nous à la maison. Et donc c'était l'époque des années 90, c'était l'époque de tout le monde pouvait tenter quelque chose. Tout le monde pouvait ouvrir un business parce qu'il y avait tellement un besoin de choses que voilà, tout le monde tentait. Donc mon papa qui était chauffeur routier, il a tenté pour ouvrir une société de transport qui a fonctionné pendant 40 ans. Il vient de prendre sa retraite cette année. Et ma maman, elle a tenté plein de choses, et en fait autant de choses qu'elle a tenté, autant de choses, enfin autant de fois elle a échoué, je crois. Elle a essayé vraiment de faire beaucoup de choses, mais très dans le bon esprit de s'amuser presque avec ses copines, voilà, d'ouvrir une société, de vendre des chips, de vendre des trucs, enfin il faudra vraiment que je fasse la liste de choses que ma mère, elle a pas essayé de vendre dans sa vie un jour. Mais du coup, il y avait pas mal de galères d'argent. Même moi, en tant qu'enfant, en fait, je l'ai pas vraiment ressenti parce que mon père, il était quand même là pour secourir ma mère quand elle se vautrait une fois sur deux. Et ma mère, elle m'a dit il y a pas longtemps qu'elle faisait souvent appel à ses propres parents aussi pour l'aider un petit peu. Donc voilà, je crois qu'elle savait pas très bien gérer son argent, ma mère aussi. Et j'avais du coup le souvenir qui m'est revenu de mon père qui nous donnait de l'argent pour l'été. À moi et mon frère, et moi cet argent en fait il disparaissait super vite quoi. Mon frère c'était le contraire, il arrivait toujours à faire des choses, il achetait des choses, il aimait bien la guitare, il achetait des instruments, des trucs, et moi en fait ça partait super rapidement. Et même mon premier job, je vendais des vêtements dans une petite boutique à la plage. Je gagnais, je crois, en un mois, c'était genre 80 € à l'époque. Et je me suis acheté des chaussures Adidas qui coûtaient 80 €. Donc, j'ai bossé un mois pour m'acheter une paire de baskets, quoi. Parce que c'était la marque, voilà. Normal. C'était nouveau, quoi. Normal. Voilà. Donc, j'ai oscillé un peu entre mon père qui, son business fonctionnait plutôt bien. Il avait un bon standing de vie, il avait pas mal d'argent, mais il était mon père c'est quelqu'un d'assez autoritaire, et il fallait mériter beaucoup de choses avec mon père. C'était rarement, enfin de moments c'était des vacances, donc il donnait un peu d'argent, mais sinon le reste du temps on n'avait pas d'argent de poche. Si on voulait avoir de l'argent, il fallait faire quelque chose, soit aller balayer des vents, soit faire des, enfin laver les voitures, quelque chose quoi. C'était jamais gratuit. Et ma mère, elle était plutôt cool, quoi. Ma mère, elle était cool. On pouvait tout le temps inviter du monde à la maison. Elle aimait bien de savoir avec qui on fréquentait. Donc, elle était. J'ai des chouettes parents, quand même. Franchement, j'ai des chouettes parents, et je pense pas qu'ils ont contribué je peux pas dire c'est à cause d'eux que j'étais trop dépensière. Non, parce que je crois qu'ils étaient. Enfin. J'ai du mal à faire les liens en fait entre mon enfance et ma vie de maintenant, et des erreurs que j'ai pu faire. J'ai toujours eu du mal à faire ça parce que je considère que j'avais une enfance super chouette, et que quelques problèmes d'argent que ma mère elle pouvait avoir, franchement elle nous faisait pas vraiment sentir parce qu'elle travaillait beaucoup. Voilà, donc elle s'est donnée toujours à fond, et dès qu'il fallait quelque chose, elle trouvait les moyens ça me revient maintenant. Une fois, ma mère, elle a dit avec mon frère, elle voulait nous emmener en voyage d'une semaine pour faire le tour un peu de la famille. Et l'après-midi de départ, on s'arrête dans une boutique de Doc Martens. Donc c'était waouh, à l'époque c'était le rêve de tout le monde en fait d'avoir ces chaussures là. Et donc elle décide d'acheter une paire pour moi et pour mon frère. Et c'était tout l'argent qu'on avait pour le voyage. Du coup, on a fait le demi-tour avec les chaussures parce que voilà, on avait les chaussures, mais on n'avait plus de vacances. Et ces foutues chaussures, elles me faisaient tellement mal en plus, je pouvais pas les porter. Pareil. Je les ai très peu portées, les miennes. Voilà, donc non, ma mère, elle était cool, quoi. Elle était cool, mais elle gérait pas très bien son argent, je crois. C'est marrant ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec toi.
il y a une partie de moi qui me dit, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'apprends aujourd'hui, évidemment, que si je les avais appris il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, évidemment, quand j'aurais gagné du temps, tu vois. Et en même temps, j'ai aucun regret de l'éducation que j'ai reçue. J'ai eu une enfance très heureuse. Mes parents ont fait avec, tu vois, avec leur bagage, avec le fait que déjà à l'époque, on parlait pas d'éducation financière. Alors aujourd'hui, et puis ça se résumait à donner de l'argent de poche. Mes parents étaient très soucieux se sont beaucoup questionnés sur l'argent de poche. Et on a eu de l'argent de poche et très tôt, très jeune, et très tôt, ils nous ont responsabilisés sur son utilisation, parce que très rapidement, ils ont arrêté de nous acheter des choses. Ils nous donnaient de l'argent. Maintenant, c'est vous, vous faites vos propres choix. Mais c'est vrai que, voilà, l'horizon de mes parents, c'était plutôt la réussite versus cadre sup en entreprise, bonne retraite, etc. Et donc, je peux pas, absolument pas, tu vois, regretter qu'ils m'aient pas ouvert à d'autres possibilités. Ils en avaient pas conscience. Et puis, le monde a tellement évolué aussi depuis que, voilà, très vite, je suis allée travailler dans les startups. Je savais pas ce que c'était que des startups. Aujourd'hui, on s'est toutes les deux créé un métier, mais qui aurait imaginé que, voilà, enfin, c'est une autre histoire, un autre monde. Et moi, je suis juste, voilà, super fière de ce que j'ai reçu. Et pour autant, évidemment, il y a une partie de moi qui me dit, bon sang, il y a des choses, si je les avais, si je les avais su il y a 15 ans, quel temps j'aurais gagné, quoi. Mais voilà, pas de regret, en tout cas, ouais, de mon côté. C'est pareil pour moi. Moi, je suis très reconnaissante de l'enfance que je pouvais avoir parce que j'avais vraiment une chouette enfance. Après, j'ai quitté la maison assez tôt, hein. Juste après mon bac, je suis venue en France, donc j'ai pris mon indépendance assez tôt. Donc voilà, mes parents ils étaient loin et ils n'avaient pas non plus, ma mère elle avait pas le moyen de m'aider. Ça s'est amélioré maintenant un petit peu, mais à l'époque elle avait pas vraiment le moyen, donc je savais que je devais compter très tôt rien que sur moi. Donc, tu as commencé ce parcours de remboursement des dettes. Oui. À mi-parcours, à peu près un peu plus, aux 2/3 de ton parcours, tu commences à gagner de l'argent avec la petite budgéteuse. Oui. Et tu disais, en fait, tu l'as pas utilisé tout de suite, tu t'es juste fait un cadeau de Noël à la fin. Allez, je solde toutes mes dettes en utilisant ce que j'ai gagné, une partie de ce que j'ai gagné avec la petite budgéteuse. Et là commence tu vois, entre guillemets, une autre vie qui finalement a commencé en parallèle du remboursement des dettes. Il y a cette autre vie qui commence à cette opportunité de side business, comme on dit, hein, d'à côté, qui émerge et qui finit aujourd'hui par prendre de la place, puisque maintenant, c'est ton activité principale. Ouais. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, et je suis sûre qu'ils viennent te voir aussi, et pour qui l'entrepreneuriat a l'air d'être une montagne, tu vois, parce que ça réveille beaucoup de peur, l'entrepreneuriat. Financièrement, c'est pas neutre, tu vois. L'arrêt de la sécurité, démarrer, la perte de revenus, est-ce que ça va marcher, l'échec, la réussite, ouh là là, ça mélange trop de choses. Et pour autant, est-ce que ça a été plus simple d'entreprendre que de rembourser ses dettes, ou est-ce que ça a été plus simple de rembourser ses dettes que d'entreprendre? Je pense que c'est plus simple d'entreprendre que de rembourser les dettes. Parce que je m'amuse tellement dans l'entrepreneuriat, même si parfois je donne pas vraiment l'impression, parce que voilà, il y a parfois des galères qui arrivent, des choses voilà qu'on maîtrise pas et du coup on les vit pas très bien. Mais ça m'apporte tellement et j'apprends tellement de choses que je suis bébé entrepreneur aussi, hein, donc je suis peut-être dans l'émerveillement de découverte de ce monde. Et pourquoi je m'amuse aussi, c'est que je l'ai bien préparé, je pense. Mon entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, je l'ai bien préparé financièrement. Vu que je cumulais quand même 2 revenus à un moment donné, donc il y avait mon salaire plus les revenus de la petite budgéteuse, je me suis constituée en fait un fonds. On peut m'appeler ça fonds de précaution, fonds de sécurité, qui était équivalent à 8 mois. Donc, la durée de mon congé sabbatique, j'avais demandé 8 mois de congé sabbatique et je voulais avoir 8 mois l'équivalent de 8 mois de mes dépenses mensuelles pour justement entreprendre avec légèreté, avec la créativité et pas
cette pensée, je dois vendre, je dois absolument créer de nouvelles choses parce qu'il me faut de l'argent pour payer mes factures. Et je pense que ça se sent parce que ça fonctionne comme ça. Je m'amuse et en même temps, je gagne de l'argent. Et comme je dis, j'apprends énormément de choses et j'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose. C'est ça, en fait, qui était... Parce que les passages, en fait, de prendre cette décision... Pour l'instant, je suis en congé sabbatique. J'ai déjà pris la décision de prolonger pour l'année suivante en congé pour création d'entreprise. Donc, je ne reprendrai pas, comme prévu, le 31 décembre, mon boulot dans les ressources humaines. Mais cette décision, elle a été très, 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 très compliquée pour moi. Et même quand j'ai ouvert ma micro-entreprise, je n'ai jamais eu dans l'idée derrière la tête de quitter mon emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est comme si je veux pas dire ça s'est imposé à moi, mais j'aimais bien mon job. J'aimais bien les gens avec qui je travaillais. J'aimais bien mon chef qui était cool. J'aimais bien mon salaire. J'avais une sécurité. Voilà. Mais au moment où je commençais à entreprendre, le non-sens de beaucoup de tâches que j'exerçais en tant que salarié, en fait, je commençais à les voir. C'est comme si avant, je le voyais pas trop. Et là, je commençais à les voir, de dire, ouais, ben, en fait, là, beaucoup de choses que je fais, ben, ça n'a pas autant d'impact que ce que je peux faire avec l'entrepreneuriat, des gens que je peux aider et tout ça. Donc c'est venu petit à petit. Au départ, je me suis dit bon, je vais prendre un 80% parce que j'arrivais plus à gérer les deux. Donc il fallait quand même voilà de faire des choix. On m'a proposé, c'est ça en fait qui a déclenché un peu la décision de prendre un congé sabbatique, c'est qu'on m'a proposé un autre emploi, une autre fonction. Et je savais en fait que déjà que j'arrivais pas à gérer les deux, je me suis dit si je dois apprendre de nouvelles fonctions, apprendre de nouvelles choses. Moi, je suis quelqu'un qui me donne quand même à fond et je sais pas faire voilà juste comme ça par saupoudrage des choses. Donc j'étais frustrée tout le temps en fait. J'étais frustrée parce qu'au travail, ben j'étais pas comme avant et je pouvais pas faire tout ce que je voulais sur la petite budgéteuse. Donc il fallait choisir. Donc, je choisis un peu à contre-cœur, mais je ne regrette pas. Et ça m'a montré, en fait, maintenant que mais je pourrais plus jamais, en fait, redevenir salariée, quoi. J'espère que j'arriverai à avoir toujours de la créativité, toujours aussi d'énergie et de l'enthousiasme pour développer, parce que en tant qu'entrepreneur, il faut tout le temps se réinventer aussi. Donc, j'espère que j'aurai cette énergie pour le faire, mais pour l'instant, je me vois pas. Je me vois pas revenir dans le salariat et reprendre ma vie d'avant. Mais en fait, du coup, tu as pu économiser, te créer une trésorerie pendant quasiment 1 an, tu vois, où tu as cumulé les deux. Oui. Et du coup, bah, en fait, quand tu as fait la transition, quasiment à ce moment-là, si je comprends bien, tu as pu, alors non pas remplacer tes revenus, bien que tu as dit que tu aurais pu, mais en tout cas, te verser un revenu qui correspondait à ton niveau de vie large, quoi, largement. C'est ça. Voilà, donc les 3 000 € que tu as évoqués tout à l'heure. Donc, ça, c'est quand même fort, Anna. Franchement, c'est fort. Hein. Je suis très admirative parce que c'est vrai que 1 an à cumuler les deux et finalement, ça a très bien marché pour toi et d'autres diront ouais, mais elle avait ceci, elle avait cela. Bon, c'est un peu facile souvent de dire ça parce qu'on croit toujours que les autres réussissent par miracle et que nous, forcément, on pourra pas avoir le droit à la même chose. Mais ceci dit, c'est très fort ce que tu as fait. Franchement, moi, je suis très admirative. C'est pour ça que j'avais envie de t'inviter dans le podcast. Merci. On a commencé à peu près en même temps et alors, c'est marrant parce que non, mais la trajectoire que tu as sur Instagram, elle est incroyable. Les revenus que tu as réussi à générer en 1 an alors que tu avais ton job. Non, c'est fou. C'est vraiment... Oui, mais je pense que ça... j'ai pu avoir une belle énergie au départ, aussi par le fait que je vendais rien en fait au départ. J'étais là juste pour partager des choses. Et pendant 1 an, en fait, je vendais rien. J'ai ouvert mon compte au mois d'août 2019. J'ai ouvert la micro-entreprise 1 an après.
Et c'était même pas, c'était Monica à qui je veux faire un petit coucou. Elle va être contente, avec qui je travaille, et qui me coach sur pas mal de choses au niveau d'Instagram et voilà, qui s'occupe de mon site internet, qui le crée, qui le tient en maintenance. C'est elle, en fait, quand on a fait je fais sa connaissance, elle m'a dit, mais tu devrais monétiser tes choses. Enfin, tu donnes énormément de choses gratuitement. Et je continue à donner des choses gratuitement, en fait. Et, tu vois, je sais que toi aussi, t'as des programmes, t'as des formations. Il y a d'autres formations aussi qui sont sur les finances. Je crois que la mienne, c'est celle qui doit être la moins chère des marchés. C'est parce que moi, en fait, quand je l'ai lancée, c'est pas parce qu'il n'y a pas de valeur derrière. Il y a de la valeur derrière. Mais c'est que je voulais pas que l'argent soit un obstacle pour des gens qui sont déjà en difficulté financière, pour pouvoir accéder à des explications et comment faire. Et je regrette pas du tout parce que je vends peut-être pas ma formation chère, mais en tout cas, j'aide énormément de personnes. Je crois que j'ai 2500 personnes qui ont acheté la formation, un peu moins qu'ils ont fait parce que parfois, si l'investissement n'est pas peut-être assez important, les gens, trouvent pas l'impulsion pour démarrer la formation. Je connais ça aussi. Ça, c'est le revers voilà. des choses qui sont pas vendues très cher, c'est que ça crée un moindre investissement chez les gens qui... Mais j'ai la même chose, t'inquiète pas. J'ai la même chose. Bon, c'est vrai que malheureusement, quand les gens n'ont pas l'impression d'investir beaucoup, ils investissent pas aussi forcément leur temps à la mesure de... Leur temps, oui. Oh, pardon. On rigole parce que Anna vient d'avoir... on ne coupe pas au montage. Anna vient d'avoir un petit accident d'écouteur qui s'est entendu, mais on ne peut pas couper parce que c'est trop mignon. Ouais. Ouais. J'en viens au... Non, j'ai envie d'aider énormément des personnes. J'ai envie que donner des choses. Voilà, j'ai pas du tout envie de pousser à la vente. C'est pour ça que je donne beaucoup de choses gratuitement. D'abord, qu'on peut tester des choses sur mon site internet, on peut voir si ça convient. Ben, on peut aller plus loin. Si ça convient pas, on peut adapter des choses et aller vers d'autres méthodes. Mais j'ai pas envie que l'argent soit un obstacle pour pouvoir changer quelque chose dans la vie. Voilà. Et donc, tiens, j'en profite. Hein. Je fais un petit peu de promo pour toi, Anna. Donc, non, mais mon cahier. Ouais, si ça vous a donné envie, allez voir ce que Anna a fait et, sur le budget. Du coup, dont toi, tu as utilisé des outils principalement papier sur une méthode que j'ai aussi. Qui était la mienne finalement, puisque c'est une transposition. Enfin, tu vois, on est parti de la même méthode toutes les deux, la méthode des enveloppes, et on a chacune un petit peu adapté à notre sauce. Moi, pas du tout en mode papier, cahier et tout, vraiment en mode digital, et toi en mode papier cahier. Donc, vous voyez, c'est vraiment très différent. Donc voilà, il y a la version que vous pouvez imprimer vous-même et il y a la version qu'elle a imprimée pour vous. Donc voilà, vous allez tout simplement sur lapetitebudgeteuse.com si c'est des choses qui vous intéressent. Merci. Et avant d'en venir aux questions de la fin, je voulais vraiment venir sur le problème de l'endettement, c'est la charge que ça crée et le truc de comment je vais m'en sortir, ça va être long, ça va être lent. Je te parle parce que je te dis ça pas en connaissance de cause et je veux pas dire que je regrette de ne jamais avoir une dette, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'accompagne beaucoup de gens et beaucoup de gens viennent à moi aussi avec cette problématique, donc qui peut être du découvert chronique jusqu'à l'endettement assez important et toujours ce truc de ça va être long, ça va être lent, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle parce que je vais mettre des années et puis ça va être des années de frustration et c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire hein, je crois que tu diras pas le contraire, c'est plus dur de sortir des problèmes que ensuite d'essayer de construire là-dessus une richesse plus importante. Alors, oui, c'est sûr que c'est long et ça peut être très frustrant et ça peut être très dur, mais je pense que c'est les premiers pas qui ouvrent aussi. Je sais pas. Pour moi, ça m'a.
j'avais l'impression de découvrir un autre monde. En fait, en commençant à m'intéresser à l'éducation financière, hein, que ça soit par écouter tes podcasts, à comprendre plus comment fonctionne en fait l'effet des leviers, comment fonctionne la bourse et tout ça. En fait, j'avais vraiment l'impression de découvrir un autre monde que presque je savais pas qu'il existait avant. J'étais très dans ce monde des salariats où on reçoit des salaires et on le passe plus loin, en fait, cet argent qui circule mais qui reste pas vraiment, et on est tout le temps obligé de travailler, tout le temps plus si on veut plus. Et donc ça commençait avec des crédits, ça commençait avec la recherche de méthodes de remboursement de crédit, mais en fait ça m'a ouvert en fait sur tellement d'autres choses que oui, c'était long, mais le chemin vaut la peine, quoi. Parce que sur ce chemin-là, on apprendra d'autres choses que parfois. Enfin, moi, je travaille toujours sur moi par rapport à cette notion de travail, temps de travail et l'argent qu'on peut recevoir, parce que j'étais tellement conditionnée par les 20 ans de salariat que c'est compliqué de sortir de ça et de se dire que on peut gagner de l'argent en différé, parce qu'on on va faire une formation, on va travailler pendant plusieurs mois et après elle va se vendre pendant plusieurs mois après, ou immobilier où on va beaucoup travailler parce qu'il y a des travaux, il faut qu'on fasse les dossiers et tout ça, et après une fois que l'appartement il est loué, il apporte un revenu. C'est comme si ce monde-là, pour moi, j'avais même pas conscience qu'il pouvait exister. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi que si on se concentre que sur les dettes et que sur le fait comment on va faire pour pouvoir les rembourser plus vite, oui, ça paraît, ça donne pas très envie. Mais je pense que quand on rentre dans ce chemin-là, en fait, on comprend qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes après à explorer. Et du coup, ce chemin-là, il n'est pas si pénible que ça, finalement. Ouais, j'adore l'idée. En fait, je pense que quand on est au début du chemin ou qu'on n'a même pas commencé, on se rend pas compte on n'arrive pas à imaginer tout ce qui va arriver en plus. Parce que, comme tu dis, c'est tellement nouveau, c'est tellement autre chose, c'est que on voit, ok, je vais rembourser mes dettes, je vais me dégager tant d'argent, mais on le voit dans la perspective dans laquelle on est avant de commencer, alors que notre perspective, elle va changer, notre vision va changer, nos envies vont changer, et il y a tellement de choses positives qui arrivent avec ça. Tout d'un coup, on se met à avoir des opportunités qu'on voyait pas avant, on se met à avoir des envies qu'on n'avait pas avant, on se met à se dire que c'était possible alors que c'était pas possible avant. Et je suis d'accord avec, c'est aussi effectivement, c'est super de le dire, c'est aussi, et ces choses-là, on peut pas les imaginer avant. Il faut commencer, il faut rentrer dedans. Ouais. Et on va pas les voir tout de suite non plus. Et à un moment donné, on va les voir, on va se dire wow, c'est ça, c'est trop bien. C'est exactement ça. Okay. Ouais. Oui. J'ai une dernière question pour terminer, Anna. J'ai décidé de la poser à tous mes invités. Quelle est la dépense récente de moins de 100 € que tu aies faite qui a eu le plus d'impact positif dans ta vie? Alors, j'ai fait une dépense d'exactement 100 € il y a 3 semaines, mais l'impact, il va arriver bientôt. Ma vie, pour l'instant, elle n'est pas impactée. On a versé un acompte pour un petit chiot. J'étais sûre que tu allais parler de ça. Avec mon chéri. Alors, ce petit chiot, je pense qu'il va retourner complètement notre vie parce que c'est comme accueillir un bébé. J'ai très peur. Je commence à stresser déjà. Ça va impacter le budget, mais ça va impacter notre quotidien aussi. Et j'ai super hâte. J'ai super hâte. Donc oui, c'est un petit chiot. Ok. Ok. Bah écoute, en grande amoureuse des animaux, ouais, mon petit chat, il m'apporte tellement dans ma vie que je crois aussi que c'est un des meilleurs investissements parce que c'est un petit chat qui est souvent malade, qui est un petit peu senior, donc il me coûte plus que
voilà, un chat jeune, en bonne santé, etc. Et honnêtement, on n'est pas loin des 100 € par mois. Ah ouais. Donc, Écoute, c'est quand même beaucoup pour un chat, tu vois. Et mais alors, mon Dieu, voilà, c'est ce qu'il apporte dans ma vie, c'est 1000 fois plus, quoi. S'il fallait payer le double ou le triple, je le ferais. Je continuerai à le faire. Mais ça, c'est des choses qui, malheureusement, n'ont pas de... On peut pas, en fait, les mesurer comme ça en argent, voilà. Donc, il faut le faire. Moi, voilà, j'en ai pris cette décision en toute conscience. Hein. On sait que avoir un animal, c'est bien évidemment pas mal il nécessite pas mal d'argent, surtout s'il est malade, ou voilà, il faut anticiper pas mal de choses, parce qu'il y a une visite chez le véto pour une petite patte cassée, ou même juste pour recoudre quelque chose, ça peut vite aller dépasser 1000 €. Donc c'est des choses que on va anticiper, on va se préparer, et on le fait en toute conscience, mais c'est parce qu'on sait tout l'amour que ces bébés chiots pleins d'énergie va nous apporter, et que voilà, il va rester avec nous pendant 15 prochaines années. Donc c'est une dépense qui va vraiment impacter notre vie, effectivement. Super. Bon, je suis ravie que les auditeurs aient pu soit entendre, soit réentendre ton histoire, et puis voilà, que ça donne un max d'envie et de motivation à toutes les personnes qui sont endettées, ou même sans forcément être endettées, mais qui ont l'impression de vivre un peu ou un peu beaucoup au-dessus de leurs moyens, et qui se disent ok, j'y vais pas, qu'est-ce qui m'attend au début, au milieu, à la fin, etc. Donc voilà. Merci Anna. Merci Delphine. Donc vous pouvez retrouver Anna sur Instagram, si vous n'avez pas encore compris, la petite budgéteuse. Voilà. C'est ça. Et tu partages beaucoup de choses de ton quotidien. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent en comprendre un petit peu plus sur comment on fait, comment on sort, de tout ça. À bientôt, Anna. Nous, on va se parler régulièrement, comme on le fait d'habitude. Oui. Voilà. Et puis pour les auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye. Bravo à tous mes warriors qui sont une fois de plus arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé entendre Anna? Est-ce que vous avez aimé la découvrir? Est-ce que vous aussi, vous êtes coincé un peu sur cette ligne de départ? Est-ce que vous êtes même coincé éventuellement dans les vestiaires avant même d'aller sur le terrain, avant même d'aller vous mettre sur la ligne de départ? Est-ce que vous avez envie de démarrer, mais en même temps, vous n'avez pas trop envie? Est-ce que c'est dur pour vous? Si c'est dur pour vous, j'ai envie de vous dire c'est normal, parce que le plus dur, c'est de prendre la ligne de départ. Le plus dur, c'est le démarrage. Parce que c'est à ce moment-là où les peurs, les croyances et les blocages sont au plus haut. On n'a rien, on n'a pas ou peu de preuves qui vont nous montrer que ça va marcher. On n'a pas ou peu de preuves qui vont nous montrer que ça va aller, que on va s'en sortir, que ça va pas être si horrible que ça va pas être si inconfortable que ça. Mais dites-vous bien une chose, le danger, il est dans le fait de ne rien faire, il n'est pas dans le fait de faire quelque chose. Ça s'appelle l'inconfort. Si vous décidez de faire quelque chose et de prendre la ligne de départ, vous allez vous mettre dans un inconfort. Là, vous êtes déjà dans un inconfort, mais vous risquez de glisser gentiment de l'inconfort à la zone danger. En faisant quelque chose, vous risquez pas de glisser vers la zone danger. Vous risquez de rentrer dans un autre type d'inconfort et d'en sortir. Perspective beaucoup plus réjouissante. C'est là qu'un coach peut être une personne idéale pour vous aider à trouver du sens dans cette démarche, dans le fait d'avancer, à maintenir la motivation sur la durée, quand l'impulsion de départ elle est plus là, quand les doutes reviennent, ou quand les premiers revers arrivent. Bref, le coach il est là pour vous aider à maintenir les efforts, à continuer dans les moments où c'est le plus difficile. Parce que c'est dans ces moments-là où vous êtes le plus vulnérable dans votre démarche. Quand tout va bien, c'est génial. Mais quand tout va pas, c'est là que vous risquez d'abandonner, c'est là que vous risquez de vous décourager, c'est là que les angoisses reviennent et vous mettez dans un état qui est pas propice au fait de continuer à tirer le meilleur bénéfice de ce que vous êtes en train de faire. Et l'analogie avec le sport, le coach sportif, elle est vraiment parfaite et Anna l'a très bien expliqué dans l'épisode, mais
En fait, le coach sportif, c'est marrant parce que il vous lâche pas. Si vous étiez tout seul face à votre séance, on aurait tendance à arrêter au moment où, voilà, c'est sympa, je me suis un peu dépensée et puis là, j'arrête. Le coach sportif, il vous laisse pas vous satisfaire de ce que vous avez fait. Il vous oblige toujours à aller plus loin, à faire 10 minutes de plus, à faire 1 km de plus, à faire 100 pompes de plus. Et en fait, c'est dans ce surplus que vous allez trouver les résultats, que vous allez trouver le petit supplément d'âme, effectivement, qui va vous dire « Ah oui, ça marche. Ah oui, je peux le faire. » Et ça fait vraiment la différence. Et il y a un coach sportif, coach budgétaire, coach mindset. C'est pareil, le rôle est le même. Donc si vous avez envie de travailler avec moi sur ces choses-là et d'en savoir un petit peu plus, tout simplement, vous me retrouvez sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un message privé. En attendant, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.